Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite exploration car on va voir une île qui s'appelle Bornøya ou l'île aux ours en français. Donc c'est une île norvégienne qui est située dans la mer de Barents et qui fait partie de l'archipel de Svalbard. Alors petite parenthèse, elle a été administrativement rattachée à l'archipel de Svalbard, donc qui fait 793 mètres carrés, tandis que Bjørnøya, donc l'île aux ours, fait 176 mètres carrés. Alors de manière générale, l'île a un climat polaire et grâce à la dérive océanique, donc des eaux chaudes, donc atlantiques, ces eaux chaudes du coup permettent à l'île de ne pas avoir de banquise. Alors globalement d'un point de vue topographique, l'île est divisée en deux parties. Donc la première partie, donc la partie nord qui fait globalement les 2/3 de l'île, c'est une grande plaine. Et la partie sud, donc il y a du relief avec en point culminant Miserif Djeret. Alors malgré son nom, l'île n'est pas spécialement habitée tout le temps par des ours. Donc ça va être lié à plein de facteurs, donc naturels, aux activités humaines, etc. Mais en gros, il peut y avoir de bonnes années où il y a la présence de certains ours et de mauvaises années où il n'y aura pas d'ours. De ce qui en ressort, c'est pendant la période hivernale, où du coup, dû au froid, les ours peuvent se déplacer au niveau des banquises, etc., de tout ce qui peut se former. Et certains ours peuvent ou non, donc ça va dépendre de plusieurs facteurs encore, rester sur l'île. Alors, en autres mammifères, on va trouver pas mal de phoques, donc des phoques annelés, des phoques barbus, il y a aussi des morses et il y a aussi des renards. La diversité des oiseaux est plus développée car on y trouve par exemple le bruant des neiges, le lagopède alpin, mais aussi beaucoup d'oiseaux de mer tels que le guillemot, le macaron moine que l'on trouve aussi en Bretagne et sur notre côte ouest, le fulmar, la mouette tridactyle, le goéland bourgmestre qui loge dans les vastes falaises du sud. Il y a également des espèces migratrices donc qui passent un certain moment dans l'île comme l'oie à bec court ainsi que d'autres espèces. Les lacs d'eau douce sont quant à eux pas mal peuplés par les ombres chevaliers. D'un point de vue végétation, c'est pas spécialement mieux. On n'y trouve aucun linéaire et les seules plantes que l'on va trouver, donc ça va être beaucoup de talophytes. Et il va y avoir pas mal de mousses. Alors, l'île fut découverte par Willem Barents et Jacob van Heemskerck le 10 juin 1596 et son nom a été attribué parce qu'en fait, en y allant, ils ont vu un ours qui était en train d'y nager. L'île aux ours était considérée comme terra nullius jusqu'au traité de Svalbard en 1920 qui l'a placée sous souveraineté norvégienne. Malgré son éloignement et sa nature aride, l'île a connu quelques activités commerciales au siècle dernier, comme l'extraction de la houille, la pêche, du ramassage d'œufs, un peu de chasse et également la chasse à la baleine. Alors j'ai différencié les deux types de chasse parce que la chasse de tout ce qui était mammifères, etc. a eu un impact commercial, donc ça va dépendre des régions, ça va dépendre des endroits, ça va dépendre vraiment des pays et des périodes différentes, que économiquement la chasse à la baleine. Voilà, c'est juste d'un point de vue économique. Cependant, aucun de ces lieux n'est sûr par tous les temps. Il n'existe aucune baie pour s'abriter et un bateau au mouillage doit toujours se tenir prêt à lever l'ancre. Alors, techniquement, les Vikings auraient pu connaître cette île, mais vu qu'on n'a trouvé aucun vestige, aucune trace, rien n'a été certifié. Alors étant donné que les premières traces écrites remontent aux personnes citées précédemment, plus tard, au début du XVIIe siècle, deux marins britanniques, donc William Gordon et Stephen Bennet, qui agissaient à la fois comme marchands et explorateurs pour le compte d'une compagnie de commerce moscovite, désireuse de mieux connaître les ressources de territoires proches de la presqu'île de Kola, effectuèrent plusieurs voyages sur cette île. Okay.
La valeur stratégique fut réellement ressentie à la fin du XIXe siècle, lorsqu'il y a eu la Russie impériale et l'Empire allemand qui montraient tous deux un intérêt de contrôle sur la mer de Barents. Vers l'an 1898 et 1899, le journaliste allemand Theodor Lerner, membre d'une expédition scientifique, visita l'île aux ours et réclama la propriété de l'île pour son pays. Toujours en 1899, l'association des pêcheurs allemands Deutsche Seefischereiverein se livra à des investigations sur la chasse à la baleine et la pêche dans la mer de Barents. La DSV était en réalité secrètement en contact avec la marine impériale allemande et chargée d'évaluer la possibilité d'occuper l'île aux ours. En réaction, la marine de guerre russe envoya un croiseur cuirassé et les Russes hissèrent leur drapeau sur l'île le 21 juillet 1899, conduisant à des protestations de Theodor Lerner. Les tensions montèrent entre ces deux nations et finalement, tout affrontement fut évité et le problème fut résolu diplomatiquement en n'accordant aucune souveraineté à aucune nation. À une échelle locale, l'île était de 1918 à 1932 propriété privée par la société Bjørnøen AS. Bjørnøen AS est désormais une entreprise d'État et est dirigée conjointement avec King Bay AS. Revenons en 1916, donc pour une période de 1916 à 1925 à une échelle encore locale. Une société privée exploita une mine de houille appelée Tunen au nord-est de l'île, mais cette dernière fut hélas abandonnée car elle n'était pas assez rentable. Ce qui est assez marrant, c'est que avec le froid qu'il y a, tous les restes des mineurs, donc les rails, etc., toutes les structures, on va dire, mises en place, ont été du coup bien conservées. Plus tard, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, la situation stratégique du passage de la mer du Nord, donc la mer de Barents, en ont fait un lieu très convoité de plusieurs nations. Bien que l'archipel ainsi que l'île n'ait pas été occupé par l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, les forces allemandes y ont érigé plusieurs stations météo. Grâce à cet endroit, les forces allemandes ont attaqué plusieurs convois avec des renforts militaires contre l'Union soviétique dans les eaux environnantes de l'île. Les eaux du sud-est de l'île, surtout, ont été le lieu de nombreuses batailles navales en 1943. Nous sommes en 1944 et le gouvernement de l'Union soviétique se dit bon les cocos c'est marrant mais ce serait bien de récupérer la souveraineté de l'île. Alors ils proposèrent au gouvernement norvégien d'annuler le traité de Svalbard. C'est alors que commencèrent les négociations avec Trygve Lie du gouvernement norvégien qui n'a pas conduit à un accord avant la fin de la Seconde Guerre mondiale et les propositions soviétiques n'ont donc jamais été mises en place. C'est donc comme dit précédemment que du coup la souveraineté de l'île est donc norvégienne. La quasi-intégralité de l'île ainsi que ses eaux environnantes ont été classées réserve naturelle en 2002. Donc cette réserve naturelle qui couvre quasiment toute l'île, à l'exception d'une zone de 1,2 km² autour de la station météorologique, a été mise en place. Donc cette réserve, qui comprend toute l'île quasiment, a juste pour exception une zone d'1,2 km² autour de la station météorologique. La station a pour activité des observations météorologiques, mais aussi elle offre des services logistiques et de télécommunications. Cette zone fournit également un lieu d'atterrissage pour les hélicoptères des gardes-côtes norvégiens. Il est également mentionné que l'Institut polaire norvégien fait des expéditions annuelles, notamment sur la recherche ornithologique. Plusieurs autres projets de recherche, principalement climatologiques et géographiques, sont entrepris épisodiquement. Bien qu'il n'y ait pas actuellement d'activité industrielle sur l'île aux ours ou dans ses environs immédiats, la pollution par ces substances toxiques et radioactives constitue une menace pour la nature de l'île pratiquement intacte.
L'exploration de la mer de Barents et le développement récent du champ de gaz Snøhvit montrent que les régions sensibles polaires et subpolaires de la Norvège et de la mer de Barents sont devenues les cibles des industries du pétrole et du gaz. Par exemple, l'association environnementale Bellona Foundation a vivement critiqué l'État norvégien pour avoir autorisé des activités proches sans avoir étudié les impacts écologiques préalablement. Des toxines organiques, particulièrement du PCB, ont été retrouvées en grande concentration sur des échantillons biologiques de l'île aux ours, particulièrement sur les ombles chevaliers du lac Elasfjord. Également, des fuites de produits radioactifs des réacteurs et des têtes nucléaires posent un problème supplémentaire. Ils y ont également trouvé un sous-marin soviétique qui a été coulé le 10 avril 1989. C'est ainsi que s'achève cet épisode sur Bornøya. Donc j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à la prochaine.